Voici une représentation d'une vue sur le Rigi, près de Lucerne, qui date des années 1830 environ. La vue depuis le château. Un avion qui arrive là, qui est en train d'atterrir sous le chemin. Sur le lac. Sur l'arrière du château. Voici aujourd'hui à Prangin, près de Nyon, au château de Prangin. On va aller voir le musée national de Prangin. Georges Huguer, l'héritier. C'est Jean-Georges Guiguer est le neveu de l'héritier de Louis Guiguer, le riche banquier parisien qui achète le château de Prangin en 1723. Peu après le décès de son épouse Elisabeth, Augustine d'Arcy, la fille adoptive de son oncle, et quitte Paris et s'installe à Prangin. C'est l'occasion qu'il fait sans doute la connaissance de Marie-Louise Bazin, sœur du seigneur de Dutillé, qu'il épouse en 1755. Une année plus tard, il commence les travaux pour embellir les jardins. Voltaire y séjourna entre 1754, décembre 1754 et mars 1755. Et après, il a quitté Prangin pour les délices à Genève. Il écrivait ceci à son ami philosophe. La lettre du philosophe montre sa sensibilité aux aménagements extérieurs, en référence au grand siècle de Versailles. Voici ce que Voltaire écrit. Prangin est un véritable palais, mais l'architecture de Prangin a oublié d'y faire un jardin. L'architecte de Prangin a obligé d'y faire un jardin. Voltaire. C'est le jardin à l'époque. Entre le château et l'église actuelle s'offrait un espace à la topographie tourmentée. Les sondages archéologiques ont montré qu'en certains endroits, la profondeur des fossés pouvait atteindre plus d'une vingtaine de mètres. La préparation du potager pour légumes, espalier de fruits et de fleurs, a donc nécessité d'importants terrassements, d'énormes apports de limon, sable et gravier pour le comblement des différents niveaux. Ainsi l'entrée principale du château, qui est un musée national. L'intérieur de la maison.
Voici la petite salle à manger intime. Cette salle à manger est réservée au repas d'un petit comité de la famille Guiguer. Elle illustre le goût nouveau pour des pièces personnalisées de dimensions restreintes. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'on commence à distinguer les salles dédiées à la vie publique et celles réservées à la sphère privée. Une grande salle à manger. Ici, l'art de recevoir avec voici une grande bibliothèque avec plus de 2000 livres, une encyclopédie de Diderot, qui figure tout en haut, dictionnaire des sciences, des livres qui ont une énorme valeur, des encyclopédies de Diderot tout en haut là. Avec une magnifique peinture représentant les chutes du Rhin. On reconnaît bien les chutes du Rhin. Premier étage du château, une exposition iconique de tableaux de l'époque. Il est très bien pour faire des scènes d'opéra. Le décor unique avec nos titres. Ces 5 exemplaires des métamorphoses de vide ont survécu. Ainsi, au 3e étage du château, des expositions des indiennes, des tissus français, européens, suisses, partout, et ce superbe lit en baldaquin, magnifiquement bien décoré.